Nous avons vu précédemment comment maximiser et minimiser une fonction avec la méthode graphique, et ce, en respectant certaines contraintes. On va voir comment faire la même chose, mais avec la méthode du simplex. Commençons par voir comment maximiser avec la méthode du simplex. On se rappelle qu'un problème de maximisation, dans le fond, c'est qu'on cherche à trouver la valeur maximale de la fonction z. Donc, dans mon exemple, je cherche à trouver c'est quoi le maximum de la fonction 2x plus 250y. On a nos variables de décision qui sont x, y, elles doivent être positives évidemment, mais on a également d'autres contraintes qu'on appelle les contraintes technologiques qui sont ici 5x plus 4y plus petit ou égal à 200, 3x plus 4y plus petit ou égal à 160. Dans la méthode graphique, on travaillait avec les inéquations, avec les contraintes, on traçait les droites et on assurait la bonne zone. Avec la méthode du simplex, il va falloir modifier cette technique-là. Donc, à place de travailler avec des symboles d'inéquation, on va essayer de transformer nos contraintes sous la forme d'une équation. Donc, 5x plus 4y plus petit ou égal à 200. Ce qu'on va faire pour la changer en équation, on va tout simplement ajouter un symbole d'égalité. Mais évidemment, si on dit juste 5x plus 4y égale à 200, ben, ça ne sera pas cohérent avec ce qu'on avait initialement, parce qu'on disait que c'était un petit peu plus petit que 200. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ajouter une variable qu'on appelle la variable d'écart, qui va représenter l'écart qui manquait pour atteindre notre 200. Donc, si j'ai 5x plus 4y plus E1 qui est égal à 200, là, ça va être cohérent avec ce que j'avais initialement avec mon symbole d'inéquation. Donc, faites juste comprendre que la variable E1, ça représente l'écart qui manque pour atteindre notre 200. Et là, je suis en mesure de mettre une égalité au lieu d'un symbole plus petit que. Donc, à gauche, on a la forme standard qui utilisait les symboles d'inéquation. C'est la technique qu'on utilisait dans la méthode graphique. Avec la méthode du simplex, ben, comme on a dit précédemment, il faut transformer les inéquations en équations. Donc, la première inéquation, on va ajouter une variable d'écart, donc plus E1, pour que ça devienne une égalité. Et on fait la même chose pour chacune des contraintes. Ces variables d'écart-là, E1, E2, E3, E4, etc., il faut que ces variables-là soient positives. Donc, on va simplement ajouter une inéquation ici à la fin. Donc, E1, E2, E3 doit être plus grande ou égale à 0. L'idée générale de la méthode du simplex, c'est de prendre notre information qu'on trouve dans notre système d'équations et de le mettre dans un gros tableau. Et ensuite, on va faire un peu comme on faisait avec Gauss, c'est-à-dire qu'on va trouver d'abord un pivot, puis après ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est de faire apparaître des zéros en faisant des opérations sur des lignes. Vous allez voir que dans la méthode simplex, il faut faire beaucoup de tableaux, mais les tableaux ont toujours la même forme. Donc, les premières colonnes vont toujours être associées aux variables de décision. Dans ce cas-ci, c'est X et Y. Les colonnes qui suivent, ça va être associé aux variables d'écart, donc par exemple E1, E2. La colonne qui suit après sera la colonne pour la variable à maximiser. Et finalement, les deux dernières colonnes, valeur et quotient. Donc la colonne valeur, ça va être associé aux valeurs qui sont de l'autre côté de l'égalité dans notre système. Et le quotient, on va le voir plus tard à quoi il va servir. Si je veux juste faire un exemple et le remplir, je prends mon système d'équations 5x plus 4y plus E1 est égal à 200. Donc, ma première équation va se retrouver dans la première ligne. Donc, le coefficient devant le x, c'est 5, devant le y, c'est 4. J'ai une variable d'écart qui est E1, mais je n'ai pas de variable d'écart E2, donc je vais écrire 0. Dans la première équation, je n'ai pas de z non plus. Et la valeur associée, c'est l'autre côté de l'égalité, ce sera 200. Et là, vous faites la même chose pour la deuxième équation. C'est pourquoi qu'on a 3, 4, 0, E1, 1, E2, 0, Z et la valeur, c'est 160. Dernière ligne, ça va toujours être associé à la fonction à maximiser.
On va voir plus tard, mais il faut toujours mettre les variables du même côté. Donc ici, 200x, 200y, il faudrait le transférer de l'autre côté. C'est pourquoi on obtiendrait moins 200x, moins 250y, plus z est égal à 0. Donc sous cette forme-là, là, on va être capable de remplir notre tableau. Donc moins 200, moins 250 pour les y. Dans cette équation, il y a 0 à 1, 0 à 2, donc on ne voit pas les variables d'écart. Devant le z, le coefficient c'est 1. Et finalement, l'autre côté d'égalité, sous la forme que je vous ai précisée, ben, ça donne 0. Donc là, ça c'est un tableau de simplex. Ça serait le premier tableau associé au système. Comme on l'a vu avec la méthode graphique, c'est possible de trouver plusieurs solutions qui représentent les sommets du polygone de contrainte. Dans la méthode simplex, ça va être le même principe. On va trouver des solutions qu'on va dire admissibles. Donc, une solution où est-ce que les valeurs de toutes les variables x, y, z sont non négatives. Donc, on va en trouver plusieurs, mais nous, évidemment, celle qu'on va vouloir trouver, c'est celle qui va permettre d'avoir l'optimum. L'idée derrière la méthode simplex, c'est qu'on va trouver les différents sommets du polygone de contrainte un après l'autre jusqu'à ce qu'on trouve celui qui donne le maximum. Donc là, ici, le premier sommet qu'on trouve, c'est la solution admissible 0, 0. Ça ne nous donne pas le maximum. Parfait. Donc, on applique les étapes du simplex. Après les avoir appliquées, on trouve la deuxième solution admissible qui est le sommet B. On se rend compte que ça ne nous donne pas encore le maximum. Donc, on recommence nos étapes du simplex et on trouve une troisième solution admissible qui va être le sommet C. Et là, notre méthode du simplex va s'arrêter là parce que le sommet C, ça représente la solution qui va nous donner le maximum. Donc, on va voir que la méthode du simplex va s'arrêter automatiquement. La première chose qu'on doit faire quand on veut appliquer l'algorithme du simplex, c'est d'écrire notre programme linéaire, donc nos inéquations. Il faut les écrire en termes d'égalité, donc sous la forme canonique. Et un coup qu'on a notre programme avec les égalités, là, on peut faire notre premier tableau qu'on appelait le tableau initial, le tableau 0. On trouve une première solution admissible qui va toujours être la solution 0, 0. La première solution qu'on trouve, qui est 0, 0, est évidemment pas la solution qui donne notre maximum. Donc là, on va suivre les différentes étapes du simplex. On se pose une première question. Est-ce que dans la dernière ligne, il reste des chiffres négatifs? La réponse est oui, donc ça veut dire qu'on continue nos étapes. Il faut trouver ce qu'on appelle la colonne pivot. Donc on regarde la dernière ligne des chiffres négatifs et on va prendre le plus petit chiffre négatif qu'on voit. Le plus petit chiffre négatif qu'on voit, la colonne dans laquelle elle est, ça sera la colonne pivot. Après avoir trouvé la colonne pivot, on va chercher la ligne pivot cette fois-ci. Donc, pour trouver la ligne pivot, on a des quotients à faire. Donc, dans la colonne valeurs, on va prendre les différentes valeurs des constantes et on va les diviser par les coefficients qui se retrouvent dans la colonne pivot. Et là, le quotient, donc la division qu'on va obtenir pour chacun, ça va donner différentes valeurs. On va toujours prendre le plus petit quotient positif. Lui qui sera le plus petit quotient positif, donc représentera donc la ligne pivot. Un coup qu'on a notre ligne et notre colonne pivot, on va faire l'intersection et on va trouver notre pivot. Donc, on va avoir un chiffre dans le tableau qu'on va appeler le pivot. Et là, bien, on fait comme on faisait avec Gauss, on va faire apparaître des zéros en dessous. Et on va voir qu'on va pouvoir faire apparaître des zéros au-dessus aussi s'il y a des lignes au-dessus. Donc, grosso modo, on fait comme Gauss. Donc, on va faire des opérations sur les lignes comme on faisait précédemment. Et là, on va obtenir un nouveau tableau. Et là, on recommence la boucle. On a un nouveau tableau. Donc là, on va chercher une nouvelle solution admissible. Et là, on va trouver le deuxième sommet du polygone de contrainte. Là, ça se peut que ça soit la bonne solution, mais ça se peut qu'il reste encore des chiffres négatifs dans la dernière ligne. S'il reste encore des chiffres négatifs dans la dernière ligne, on refait nos étapes. Donc, on va rechercher une nouvelle colonne pivot, une nouvelle ligne pivot, et on va faire les différentes opérations sur les lignes pour obtenir un nouveau tableau et ainsi de suite trouver une nouvelle solution admissible. Même si le schéma récapitulatif semble complexe, c'est toujours les mêmes grandes étapes. 1. On trouve une solution admissible. 2. Dans la dernière ligne, si j'ai un chiffre négatif, je prends le plus petit chiffre négatif, ça représente ma colonne pivot.
3. Je calcule mes quotients et je prends le plus petit quotient positif, c'est ma ligne pivot. J'ai l'intersection de la ligne et de la colonne pivot, ça représente mon pivot. Je fais apparaître des zéros en dessous et au-dessus de ce pivot-là par des opérations sur des lignes comme Gauss et je trouve un nouveau tableau. Qui dit nouveau tableau dit nouvelle solution admissible et on continue ainsi de suite la boucle. Pour bien comprendre la méthode du simplex, on va faire un exemple. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est à maximiser la fonction z est égale à 2x plus 3y. On a nos trois contraintes et on a dans la dernière ligne les contraintes de non-négativité. Donc x et y doivent être plus grands ou égal à 0. Avant même de faire un tableau ou quoi que ce soit, il faut transformer le système pour avoir des égalités, parce que là, on a des symboles d'inéquation. Donc, on prend la première contrainte, moins x plus y plus petit ou égal à 11, et pour la mettre sous la forme d'une égalité, il faut tout simplement ajouter une variable d'écart qu'on avait appelée e. Donc, la première inéquation va devenir moins x plus y plus e1 égale 11. Et là, on fait la même chose pour les deux autres contraintes. On a nos contraintes de non-négativité qu'on ne touche pas. Et là, vu qu'on a ajouté des variables d'écart E1, E2, E3, il faut tout simplement spécifier que ces variables-là doivent être également positives, donc non négatives. Donc E1, E2, E3 plus grand ou égal à 0. Dernière chose, avant de pouvoir faire notre tableau, il faut faire la mini-transformation sur la fonction à maximiser. Donc, on transfère 2x plus 3y, on le transfère de l'autre côté pour mettre toutes les variables ensemble. Donc, le 2x va devenir moins 2x, 3y moins 3y. Et l'autre côté de l'égalité, ça va devenir 0. C'est super important que vous laissiez le z positif. Donc, transférez toujours le x et le y. On va construire notre premier tableau du simplex qu'on appelle toujours le tableau 0. Donc, dans le fond, c'est le tableau qui représente le système initial. Ici, on a deux variables, x et y. Donc, on commence toujours par mettre nos variables de décision. Ensuite, on met nos variables d'écart. Donc, ici, on en avait 3. Donc, on va avoir E1, E2, E3. La colonne qui suit, c'est la colonne pour la fonction à maximiser. Donc, on va écrire la colonne Z. Et on se garde toujours les deux dernières colonnes qui sont toujours pareilles, les valeurs qui représentent le côté droit de l'égalité et finalement le quotient pour trouver la ligne pivot quand on va être rendu là. Donc, on a notre système, on est en business, on va commencer par la première contrainte, moins x plus y plus e1 égale à 11. Donc, pour la compléter, la première ligne, on va mettre tout simplement les coefficients qui sont devant les variables. Donc, moins 1 pour le x, 1 pour le y, 1 pour le e1. On n'a pas de e2, ni de e3, ni de z dans cette première équation, donc on écrit 0. Et l'autre côté d'égalité, la constante, c'est 11. C'est ce qu'on va mettre dans la colonne valeur. Ensuite, on fait exactement la même chose pour la deuxième contrainte et pour la troisième contrainte. Donc, on va remplir la deuxième et la troisième ligne du tableau. Et finalement, pour la dernière ligne, ça représente la fonction à maximiser. Donc, le z moins 2x moins 3y est égal à 0. On fait la même chose, on met les coefficients associés. Donc, moins 2 pour le x, moins 3 pour le y. Il n'y a aucune valeur d'écart, donc 0, 0, 0. Pour la colonne z, on met 1 parce qu'il y a toujours un 1 devant le z ici. Et la colonne valeur, c'est 0. Un coup qu'on a réussi à tracer notre premier tableau, on suit les étapes du simplex. Donc, première étape, solution admissible. On sait que la première solution, ça va être 0, 0, c'est toujours le premier sommet. Mais comment je fais pour le trouver? L'idée pour trouver la solution admissible, c'est de regarder les colonnes. Les colonnes qui sont pleines de chiffres, la variable va valoir 0. Donc, si je regarde la colonne X, il y a plein de chiffres, donc X va valoir 0. Colonne Y, il y a plein de chiffres, Y va valoir 0. La colonne E1, c'est toutes des zéros, sauf en haut complètement. Donc, on a 1 E1. Donc, dans ce cas-ci, on va trouver une valeur. Et pour trouver la valeur, vous devez associer le chiffre qui correspond à la colonne valeur. Donc, ici, ça va être, si vous suivez la ligne, ça va être 11. Donc, on va avoir E1, E1 qui va être égal à 11.
On fait la même chose avec la deuxième colonne. La deuxième colonne, il y a des zéros partout, sauf au deuxième élément qui est 1. Donc là, on va associer 1E2 qui va être égal à sa valeur correspondante qui est ici 27 sur la ligne si on la suit. On fait la même chose avec E3. Donc E3, on a des zéros partout sauf à la troisième place. Donc on va avoir 1 E3 et on l'égale à le chiffre qui correspond à la colonne valeur qui est 90. Notre première solution admissible est 0, 0. Donc, on est capable de trouver c'est quoi la valeur de la fonction à maximiser z. Donc, z est égal à 2x plus 3y. On remplace x par 0, y par 0 et on obtient 0. Donc, si on faisait le graphique, la méthode graphique, bien, dans le fond, ça représenterait le sommet 0, 0. C'est clairement pas la solution optimale parce qu'on a un maximum de 0. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vouloir faire la méthode du simplex pour pouvoir trouver une autre solution admissible. Donc, trouver le prochain sommet qui est le sommet B. Et pour faire ça, vous devez tout simplement suivre les étapes. Donc là, on a fait solution admissible, on est rendu à colonne pivot, ligne pivot, opération sur les lignes pour tracer un nouveau tableau. La prochaine étape, c'est de trouver la colonne pivot. Il faut se rappeler, dans le fond, que l'objectif, c'est de trouver le maximum le plus rapidement possible dans la méthode du simplex. Donc, pour trouver la colonne pivot, on va choisir dans la dernière ligne le plus petit chiffre négatif. Donc ici, dans notre tableau 0, le plus petit chiffre négatif entre moins 2 et moins 3, c'est moins 3. C'est lui qui est le plus petit. Donc notre colonne pivot, ce sera Y ici. Pourquoi je prends le plus petit chiffre négatif? Parce que dans le fond, si on regarde, moins 3 en valeur absolue, ça donne 3. Donc, ça va faire en sorte que Y va augmenter beaucoup plus rapidement en fait que si j'avais pris la colonne X. Donc, l'objectif, c'est de faire la plus grande augmentation pour que rapidement la fonction économique devienne plus grande. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours choisir le plus petit chiffre négatif dans la dernière ligne. La prochaine étape est de déterminer la ligne pivot. Donc, pour faire ça, il faut d'abord compléter la colonne quotient. Donc, la colonne quotient, comment ça fonctionne? Il faut d'abord utiliser le nombre qui se trouve dans la valeur, dans la colonne valeur. Donc, par exemple, pour le premier, c'est 11. Et on vient diviser par le chiffre qui se trouve dans la colonne pivot. Donc, on va faire 11 divisé par 1, ce qui donne 11. On fait la même chose pour la deuxième ligne. Donc, pour déterminer le quotient, il faut faire le chiffre dans la colonne valeur, qui est 27, et on divise par le chiffre qui se trouve dans la colonne Y, donc c'est 1 encore une fois, 27 divisé par 1, 27. Et finalement, on va faire pour le troisième quotient, donc 90 divisé cette fois-ci par 5. Donc, il faut vraiment prendre les chiffres qui se trouvent dans la colonne pivot, qui est la colonne Y ici. Un coup que nos quotients sont complétés, on prend dans le fond la ligne qui a le plus petit quotient positif. Donc ici, c'est 11. Entre 11, 27, 18, c'est 11. Ça, c'est notre ligne pivot. Et finalement, pour déterminer notre pivot, on fait le croisement de la colonne pivot et de la ligne pivot et on obtient le pivot qui est 1, donc en encadré rouge. Un coup qu'on a notre pivot, la prochaine étape, c'est de faire les opérations sur les lignes. Donc, il faut faire apparaître des zéros en dessous et au-dessus du pivot. Mon pivot, c'est 1, donc je dois faire apparaître un 0 en dessous. Donc, par exemple, si je prends la ligne 2, ben, je vais faire la ligne 2 moins la ligne 1. Comme ça, je vais avoir un 0 qui va apparaître en dessous. Évidemment, on fait comme dans le gaz, tous les chiffres doivent suivre l'opération, donc ligne 2 moins ligne 1. On applique le même principe pour la ligne 2 et la ligne 3. Donc, on fait les bonnes opérations pour faire apparaître des zéros en dessous et on obtient, dans le fond, un nouveau tableau qui est le tableau 1. Faites juste attention, on ne se préoccupe pas de la colonne quotient. La colonne quotient, on va la compléter au fur et à mesure. On a terminé de suivre nos étapes du simplex. Donc là, on a un nouveau tableau. Donc, nouveau tableau signifie nouvelle solution admissible. Donc, pour trouver la deuxième solution admissible, le deuxième sommet, on fait le même principe qu'on avait fait précédemment. On regarde la colonne. Si elle est pleine, la variable vaut 0. Donc, la colonne X est pleine, X vaut 0. La deuxième colonne Y, il y a des zéros partout sauf à 1. Donc, on va avoir un Y et on l'associe à la valeur qui se retrouve dans la colonne valeur, donc 1y est égal à 11.
E1, la colonne est pleine, E1 vaut 0. E2, on va avoir un E2 qui va valoir 16, un E3 qui va valoir 35. Et vous pouvez faire la même chose avec Z, donc un Z va valoir 33. En utilisant la méthode simplex, on a passé du sommet A au sommet B parce que là, on a trouvé notre deuxième solution admissible qui était 0,11. On va voir qu'on n'a pas terminé, donc on va continuer, on va refaire les étapes et on va trouver le prochain sommet qui va être le sommet C. On suit les étapes du simplex. On a trouvé une solution admissible 0,11 et là on se questionne est-ce que c'est la meilleure? La réponse c'est non parce qu'il nous reste encore des chiffres négatifs dans la dernière ligne. Donc tant aussi longtemps que vous avez un chiffre négatif, vous devez continuer les étapes. Donc j'ai des chiffres négatifs, donc j'ai moins 5. Donc moins 5 c'est le seul. Ici ça va être le plus petit chiffre négatif. Donc la colonne X sera la colonne pivot. Prochaine étape, on trouve la ligne pivot. Donc, pour trouver la ligne pivot, il faut faire nos quotients. Donc, on prend la colonne valeur et on divise par le coefficient qu'on trouve dans la colonne pivot. Donc, on va faire 11 divisé par moins 1, 16 divisé par 2, 35 divisé par 7. On a nos quotients. On prend toujours le plus petit quotient positif. Donc, ici, le plus petit quotient positif, c'est 5. Donc, la troisième ligne sera ma ligne pivot. On fait l'intersection de la colonne et de la ligne pivot et on trouve notre pivot qui est 7. Donc, la prochaine étape, c'est de faire des opérations sur les lignes. On va faire apparaître des zéros au-dessus et en dessous du 7. Donc, ma ligne 3, elle, va rester pareille parce que mon pivot, c'est 7. Alors, je dois faire apparaître des zéros en haut et au-dessus de 7. Vous avez les opérations à l'écran pour les nouvelles lignes, ligne 1, ligne 2 et ligne 4. Et en faisant ça, vous avez évidemment tous les nombres qui ont changé, tous les coefficients qui ont changé. Donc, on obtient notre nouveau tableau, le tableau 2, avec lequel on va travailler. Qui dit nouveau tableau dit on recommence les étapes du simplex, donc on est à trouver une solution admissible. On commence à être habitué, il faut regarder les colonnes. Donc la première colonne, il y a des zéros partout sauf 7. Donc on va avoir 7x qui va être égal à, vous l'associez à la ligne, donc la valeur associée c'est 35. 7x est égal à 35. Y, il y a des zéros partout sauf 7. Donc on va avoir 7y est égal à 112. E1 est pleine, donc E1 va valoir 0. E2, on a 7E2 qui va valoir 42. E3, la colonne est pleine, donc E3 vaut 0. Et finalement, vous allez avoir Z que vous pouvez trouver en faisant 7Z est égal à 406. Et là, bien évidemment, vous devez isoler X, Y et Z dans votre système d'équation. Et on trouve une troisième solution qui est le point 516. Et la valeur de la fonction à maximiser, ce sera 58. Donc, vous pouvez soit faire 406 divisé par 7 pour trouver la valeur du maximum, ou vous pouvez reprendre votre fonction initiale et remplacer X, Y par 5 et 16. Avec la méthode du simplex, on a fait du point B au point C. Et là, on va se rendre compte encore une fois qu'il faut encore continuer le simplex. Donc là, on va se rendre jusqu'au sommet D. Ma troisième solution, 5,16, ben, ce n'est pas la solution qui donne le maximum parce qu'il me reste encore des chiffres négatifs dans ma dernière ligne. Donc, on continue les étapes. On cherche notre colonne pivot. Le colonne pivot, c'est le plus petit chiffre négatif. Donc, la colonne pivot sera E1. Prochaine étape, on trouve la ligne pivot. Donc, on doit calculer nos quotients. 112 divisé par 2, 42 divisé par 3, 35 divisé par moins 5. Et on trouve la ligne pivot qui sera 14, le plus petit quotient positif. On fait l'intersection de la ligne et de la colonne pivot et on trouve que notre pivot, c'est 3. On va donc faire des opérations sur les lignes pour faire apparaître des zéros au-dessus et en dessous du pivot 3. La ligne 2 ne change pas parce que c'est là que j'avais mon pivot. Je fais apparaître des zéros au-dessus et en dessous du 3. Donc, vous avez les opérations pour la ligne 1, pour la ligne 3 et la ligne 4. Et on obtient notre nouveau tableau qui est le tableau 3. Qui dit nouveau tableau dit on recommence les étapes du simplex. Donc, je cherche une solution admissible. Je regarde les colonnes qui sont pleines et celles qui ont juste un élément non nul. Donc, la colonne X, il y a des zéros partout sauf 21. Donc, on va avoir 21X qui est égal à 315. La colonne Y, je vais avoir 21Y qui est égal à 252. La colonne E1, on va avoir 3E1 qui est égal à 42.
La colonne E2 est pleine, donc E2 va valoir 0. E3, même principe, va valoir 0. Et la colonne Z, on va avoir 21Z qui est égal à 1386. On résout toutes les petites équations et on trouve notre quatrième solution admissible qui est le point 15,12. On peut venir remplacer dans la fonction Z pour venir vérifier que le maximum est bien de 66. On regarde la dernière ligne du tableau, il n'y a plus de chiffres négatifs, donc j'ai terminé ma méthode du simplex. Ça veut dire que mon sommet que j'ai trouvé, 15,12, ça donne le maximum. Nous avons donc notre solution optimale qui est le point x est égal à 15, y est égal à 12 et le maximum est de 66. Dans un problème hors contexte comme celui-ci, les variables d'écart ne nous intéressent pas. Par contre, si vous avez un problème en contexte, va falloir premièrement faire une petite phrase qui représente votre solution. Donc, par exemple, il nous faut 15 unités du mélange A et 12 unités du mélange B pour avoir un profit maximal de 66 $, par exemple. Aussi, dans un problème en contexte, les variables d'écart peuvent représenter quelque chose. Donc, par exemple, le E1 est égal à 14 pourrait signifier, par exemple, qu'il y a une ressource qui est excédentaire ou qui n'a pas été utilisée à son maximum. Donc, par exemple, si vous avez des mélanges et que vous avez, par exemple, un jus d'orange, ben, ça voudrait dire, par exemple, qu'il reste 14 litres de jus d'orange qui n'a pas été utilisé, par exemple. Mais dans les problèmes hors contexte comme celui-ci, le E1, E2, E3 ne signifie rien.